lancement, celui de Xavier Hardy, Follement écrivaine, publié aux éditions Hashtag. Et je vais immédiatement céder la parole à l'éditrice Félicia Miali. Bonjour, merci beaucoup. Tout de suite. Alors bonjour, merci beaucoup d'être présente à ce lancement qu'on attendait depuis avec beaucoup d'émotion, n'est-ce pas Xavier, elle, moi aussi. Donc je suis Félicia Miali, je suis la présidente, la fondatrice des éditions Hashtag. Et parce que dans une autre vie, je suis aussi enseignante, habituée avec les notes, je préfère toujours être bien préparée. Et je voulais m'assurer que je vais réussir à tout dire sans trop abuser de votre patience. Et parce que je préfère laisser la parole tout de suite à Xavier et Fabienne pour nous parler en détail de cet essai. Je veux d'abord remercier Mariana Ionescu, celle qui a édité ce livre et qui malheureusement ne peut pas être présente au lancement, car elle habite à London, là où elle a longtemps enseigné au département d'études françaises à Western Ontario University. Dès le début, j'ai été très heureuse de pouvoir confier l'édition de ce livre à quelqu'un qui a dédié sa vie aux études de l'œuvre des femmes écrivaines, surtout des femmes migrantes. Maintenant, concernant l'essai, lorsque je l'ai découvert dans notre boîte de manuscrits, je l'ai parcouru d'un trait comme un livre qui est à la fois chronique de vie mondaine et livre d'histoire. Je crois que pour un livre qui n'a que 140 pages, il fait un travail monumental d'analyse de ce que cela implique d'être femme et écrivaine, à partir de la vie des trois grands écrivaines du siècle passé, Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf et Sylvia Plath, dont le destin se ressemble surtout dans leur fin tragique. Trois femmes écrivaines tiraillées entre leurs conditions de créatrices et de leur statut d'épouse et de mère. Leur suicide soulève la difficulté de réconcilier ces deux parties souvent irréconciliables dans la vie d'un artiste, qu'il soit homme ou femme. Malheureusement, on assiste plus souvent à des situations où les femmes doivent choisir entre carrière et famille. La question est si, en tant que société, on est encore prêt à accueillir favorablement une femme qui déclare ouvertement de choisir la carrière au détriment de la famille. Et si nous vivons dans une société qui lève de plus en plus le voile sur la discrimination des créatrices, je trouve que ce livre serait encore plus nécessaire au-delà des frontières de l'Occident. Ce livre serait une lecture d'autant plus importante pour les jeunes femmes qui vivent ailleurs au monde et qui ne peuvent pas envisager une carrière d'écrivaine justement à cause de leurs conditions de femmes. Merci et je vous invite à écouter Xavier et Fabienne. Alors Xavier, moi j'ai été très heureuse de lire ce livre que j'ai lu d'un coup, comme ça, oui, très rapidement. Parce que d'abord j'ai appris beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on parle, pour commencer, du titre. Follement écrivaine. Follement écrivaine. Pourquoi tu as choisi écrivaine et pas autrice? Pourquoi pas follement autrice? Parce que là tu as fait un travail d'autrice. Et peu de femmes ont fait des essais. Et pourquoi follement? D'accord. Ben, je vais commencer avec le mot écrivaine. Ouais. Tout d'abord, il y a plusieurs raisons à ce choix de mots. Le premier, c'est que depuis que je suis jeune, pour moi, quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain. Un écrivain et non une écrivaine à l'origine. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser au travail des femmes en littérature, pour moi, il était naturel de dire écrivaine. D'ailleurs, nous avons ici l'UNEC, l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Donc le nom est déjà utilisé, et je trouve que c'est très judicieux de l'utiliser, de le féminiser. Par contre, je sais que, et j'en parle dans le livre, en France, ce sont
des mots comme écrivaine ou autrice qui sont très mal acceptés. D'ailleurs, on va utiliser auteur plus souvent que autrice, alors qu'autrice c'est le mot originel qui a été effacé, au Moyen-Âge, qui a été effacé de l'histoire finalement et qui est en train d'être ressorti. Mais pourquoi écrivaine? C'est vraiment un choix très, très personnel qui est pour moi, quelqu'un qui écrit, on m'a toujours parlé des grands écrivains, oui. aussi des auteurs, mais vraiment écrivains. C'est plus une posture, puis c'est plus la façon dont moi je me définis. C'est plus littéraire. C'est ça, c'est ça. Et follement. Follement, mais au départ, le livre ne s'appelait pas ainsi. Donc il avait un titre de travail, on va dire, il s'appelait Les Révoltés. Je savais que ça resterait un titre provisoire. Puis quand on a commencé avec Félicia, puis Mariana, à réfléchir à un titre pour le livre, on a fait beaucoup d'essais comme on fait... En français, on dit tempête de cerveau, je crois, mais le brainstorm. Oui. Quand j'ai dit tempête de cerveau, tout le monde m'a regardé de quoi et pas. Tempête d'idées, en fait. Mais quand on a commencé à réfléchir, en fait, le titre s'est quasiment imposé de lui-même avec le mot follement. Et c'est comme un contre-pied à ce qu'on veut faire croire des femmes quand elles sont originales, quand elles ont du talent, quand elles ont même du génie. On les traite souvent de folles. On peut penser au livre de Nelly Arcan qui s'appelle Folle, qui était elle aussi pour dire que souvent on va traiter ainsi. Donc c'est comme un contre-pied et à la fois pour assumer pleinement de dire ben oui, je me suis lancée dans cette carrière complètement folle, dans cette vocation. C'est une aventure. Puis ça, c'est vraiment une aventure. Oui. Parce que on n'est pas sûr de gagner sa vie, on n'est pas sûr. C'est un investissement excessif. Dans le livre, j'en fais mention. Bernard Lahire est un sociologue qui a écrit un livre sur la condition littéraire et sur le fait que les auteurs, autrices, écrivains, écrivaines ne gagnent pas leur vie en publiant des livres. Il y en a très très peu. C'est le cas au Québec, c'est le cas en France. Il y a très peu de gens qui gagnent réellement leur vie avec des droits d'auteur. Souvent, ils ont ce qu'il appelle, Bernard Lahire, un second métier. Comme toi tu l'as mentionné, comme Félicia l'a mentionné, elle est autrice, écrivaine, mais elle a aussi un autre métier, enseignante, sinon elle ne pourrait pas juste vivre des droits d'auteur. On est souvent obligé de demander des subventions en fait pour être capable de se consacrer à l'écriture et de vivre, entre guillemets, survivre je dirais, dans cette carrière-là. Donc ça c'est ton deuxième ouvrage. Oui. Tu as écrit un roman pour commencer, Ne passez pas par la case départ, qu'on a eu la chance de lancer ici. En 2020, en pleine pandémie. Voilà. Et qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu nous présentes aujourd'hui. Oui. Donc la question c'est, mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu nous écrives ça? Alors c'est sûr que là c'est le deuxième livre publié. Entre-temps j'ai écrit 2 autres romans qui étaient un peu dans la même veine que Ne passez pas par la case départ, mais qui s'en venaient de plus en plus, je dirais, sombres. Ben, le deuxième était très rigolo, il avait le même commissaire de police. Oups. C'était les bulles de la soirée. Je suis la fille la plus gaffeuse de la Terre. Le troisième avait encore le même commissaire de police, mais là, ça commençait à être plus sombre. C'était une critique de la société actuelle capitaliste, de l'entreprise. Donc tu t'en venais doucement. Doucement, je m'en vers venais. l'essai. C'est ça, doucement. Puis ça a été en 2020, justement, quand il y a eu la pandémie mondiale. On a été privé de livres pendant 3 mois, puisque tout était fermé. Là, il a fallu que je me mette un peu au numérique si je voulais lire autre chose que ce que j'avais dans la bibliothèque, que j'avais déjà lu en long, en large et en travers. Et je suis tombée vraiment par hasard sur plusieurs livres, dont Le bal des absentes, que je cite dans mon livre, et dans lequel les autrices, ou écrivaines, mais je pense qu'elles se définissent autrices, parlent justement de Virginia Woolf, Sylvia Plath, Marina Tsvetaeva. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ces écrivaines. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, mais attends, ces 3 femmes se sont suicidées. Puis je me suis dit, elles étaient brillantes, elles avaient tout ce qu'il fallait pour réussir. Et je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à m'intéresser au féminisme aussi, à lire justement l'essai de Virginia Woolf, Un lieu à soi. Et petit à petit, je lisais de plus en plus de livres dans cette veine-là. J'ai lu, pas toutes leurs œuvres, mais j'ai lu une partie des œuvres de Sylvia Plath, beaucoup ses journaux, puis son roman. J'ai lu les confessions de Marina Tsvetaeva. Donc j'ai lu l'essai Un lieu à soi de Virginia Woolf, j'ai aussi son journal, je ne l'ai pas lu au complet parce qu'il est vraiment épais, mais
Et petit à petit, je suis allée chercher comme des... C'est comme une enquête finalement. Mes premiers livres, c'était des livres policiers, mais là, je le voyais comme une enquête. Je me disais, j'essaie d'aller chercher les indices qui expliquaient ce qui les avait menés à ce geste-là. Alors, je ne prétends pas le savoir, mais j'ai trouvé des choses qui se recoupaient, notamment leur difficulté à trouver du temps pour écrire, à trouver justement le fameux lieu à soi dont parle Virginia Woolf pour écrire. Le fait que quand on est... Alors Virginia n'a pas eu d'enfant, mais elle en parle beaucoup. Elle dit que quand on est mère, c'est extrêmement difficile de trouver de l'énergie, du temps. Moi, je parle même d'espace mental, parce qu'on parle d'espace physique, mais je parle aussi beaucoup... Il y a la notion de charge mentale en ce moment, mais je parle de l'espace mental, parce qu'on peut avoir du temps devant soi, on peut avoir un lieu, mais être incapable de se concentrer finalement, parce que l'esprit est sans cesse envahi de corvées, de tâches, les devoirs, la vaisselle, la lessive, aller chercher les enfants, les amener ci, les amener ça. Donc, c'est toutes ces réflexions-là, finalement, qui se retrouvent dans Follement écrivaine aujourd'hui. Même si c'est très condensé, c'est aussi mon style d'écriture de condenser les... Mais, ce que je trouve, c'est que les trois femmes que tu as choisies, qui sont en fait, qui seraient tes arrière-grand-mères pour deux d'entre elles, et ta grand-mère, sont très très modernes, parce que ce sont des femmes qui ont les mêmes préoccupations que les femmes d'aujourd'hui, quasiment. Elles étaient vraiment en avance. Même Marina, qui a eu une vie beaucoup plus dans la norme que les autres, quoique Sylvia aussi était dans la norme, était une amoureuse terriblement engagée dans sa relation de couple, et Sylvia aussi. Et c'était des femmes qui vivaient avec un excès une démesure de quelque chose. Elles voulaient concrétiser leur vie par une œuvre, mais dès le début. Oui, tout à fait. C'est drôle que tu le mentionnes, parce que quand j'étais petite, j'avais comme ce rêve d'un jour écrire un livre, mais pour moi, je ne l'envisageais pas. Ce que je dis dans le livre, je ne m'envisageais pas écrivaine, parce que j'avais été nourrie aux écrits des hommes, finalement, dans les cursus. Ça commence à s'améliorer, mais à mon époque, il y avait très très peu de femmes qui étaient présentées dans le cursus scolaire. On lisait très peu de livres de femmes. Mais quand tu parles de modernité, j'ai comme le sentiment qu'en fait, les choses ne changent pas tant que ça, et qu'on répète un peu le même cycle. Il y aura toujours du ménage à faire, il y aura toujours de la lessive à faire, il y aura toujours comme je dis, des nez à moucher. Mais ce qu'il est important de voir, c'est qu'à cette époque-là, c'était surtout le rôle de la femme, mais même encore maintenant, les statistiques mais c'est ça, qui prouve encore que les tâches ménagères, la charge mentale est majoritairement dévolue aux femmes. Et puis, tu donnes beaucoup de chiffres. Oui. Tu as fait un travail extraordinaire au niveau du recensement des femmes publiées, des prix littéraires donnés. On a vu d'ailleurs l'histoire que ça a fait pour Annie Ernaux. Et on se dit, mais pour en finir, ces chiffres, moi, m'ont terrifiée, parce que rien n'a bougé. Quasiment. Et sur les essais, dont tu peux être fière, hein, merci. Il y a très peu de femmes. Très peu encore. Il y a une étude de l'UNEC parue en 2019, je crois, qui démontre que le genre de l'essai est le genre le moins investi par les femmes, que ce soit en écriture et en publication, probablement parce que justement, comme on n'en trouve pas beaucoup, on n'est pas habitué. Moi, quand je me suis mise à écrire un essai, jamais j'aurais imaginé que j'écrirais ça un jour. Je n'avais jamais pensé une seconde que ça serait quelque chose que je ferais. Et les femmes en publient très peu, et on n'est pas habitué. On n'est pas habitué parce que quand on pense à un essai, tout de suite ce qui vient en tête, c'est de l'économie, de la politique, de l'histoire, des Donc sujets dits sérieux. Sérieux. Non, les femmes sont des artistes. Oui. Si, encore. Et encore. Donc tu parles de toute cette difficulté du quotidien de la femme artiste, et de la difficulté aussi d'être financée. Parce que comment travailler sans financement? Tout à fait. Donc c'est vraiment comment jongler.
Et on parle beaucoup d'artistes, mais je pense que c'est vrai pour la conciliation travail-famille en général, pas juste pour les artistes. On l'a vu très récemment en politique. C'est, je ne voudrais pas me tromper dans son nom, Marwa Rizki. Elle est très difficile. Qui Parti libéral. oui, qui est pourtant une femme brillante, qui a une carrière extraordinaire et qui ne se représentera pas en politique parce qu'elle a choisi ses enfants et sa famille, parce qu'elle ne peut pas se séparer en deux. Que le travail nécessite qu'elle soit présente à Québec très souvent, puis qu'elle ne voit pas ses enfants grandir. Et dans mon livre, je cite une autre politicienne, Anne-Marie Slaughter, si je me souviens bien, qui a fait ce même choix. C'est-à-dire qu'elle travaillait, elle avait un poste très haut placé en politique américaine, et un jour, son fils de, je pense, adolescent, a eu des problèmes, beaucoup de problèmes, et elle a dit, je ne peux pas tout avoir, je ne suis pas capable de tout avoir, je choisis de retourner auprès de ma famille, parce qu'elle partait le matin à 4-5 heures du matin, elle prenait le train, puis elle revenait le vendredi soir très tard, puis après elle courait tout le week-end pour... et ses enfants ne la voyaient pas, et donc elle a fait ce choix-là, qui n'est pas d'une régression, elle l'a mentionné elle-même, elle a dit, mais je suis retournée comme professeure d'université, on s'entend que c'est prestigieux, merci, mais tout le monde a vu ça comme une régression. C'est-à-dire que pour les femmes, en politique, c'est aussi une exception que de pouvoir œuvrer dans ce milieu-là, oui, à un très haut niveau. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? L'essai a l'air très pessimiste, mais l'objectif n'est pas d'être pessimiste, pour moi c'était plus d'être réaliste, de faire un constat et de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, comment peut-on améliorer finalement une meilleure parité. Trouver des solutions. C'est ça, trouver des solutions, une meilleure représentativité des femmes dans les prix littéraires, dans les publications, parce que elles écrivent autant que les hommes, elles sont juste moins publiées dans certains genres, dits sérieux entre guillemets, ou doit-on au contraire reconsidérer des genres que l'on trouve plus frivoles et les regarder d'un œil neuf et se dire mais non, ça aussi c'est important et intéressant. Surtout que les femmes sont quand même la moitié de l'humanité, donc leur intérêt peut avoir quelque intérêt, on va dire. Exactement, leurs sujets ne sont pas tous frivoles. C'est ça, et même s'ils semblent frivoles à l'autre bord de l'humanité, c'est pas pour ça qu'ils ne doivent pas exister. C'est pas pour ça. Et je pense qu'on peut écrire sur des sujets aussi, je ne voudrais pas dire mineurs, mais aussi simples que les tâches ménagères, aussi simples que la maternité, et qui pourtant sont des choses essentielles à la vie, parce que s'il n'y avait pas ces choses-là, on ne serait pas ici en train de se parler. Ces choses-là sont aussi importantes, à mon avis, que de la politique internationale. Et est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir aussi à l'éducation des filles? Des filles, des garçons, puis de faire en sorte que autant un domaine que l'autre soit envisagé par tout le monde, soit envisagé et envisageable aussi par tout le monde. Et c'est la difficulté d'être autonome et d'avoir quelque chose qui, a priori, ne rapporte pas financièrement. Donc c'est toute la difficulté. Et ce choix-là, tu es confronté à ça, tu en parles, parce que tu parles aussi beaucoup de toi dans cet essai. Oui, j'entremêle en fait leur voix à ma voix. Et à la tienne, et à ton questionnement sur ton parcours d'auteur et sur ta vision aussi du futur, qui semble quand même assez embrouillée. Disons que de faire ce choix-là, ce n'est pas choisir la voie classique qui veut qu'on fasse des études, qu'on a un emploi qui rémunère bien, qui permet d'avoir une bonne retraite. Puis là, c'est plus, je me suis un peu jetée dans le vide, mais j'avais quand même un bon filet. On va dire, j'avais cette chance-là. J'avais ce lieu à moi, j'avais cet espace-là. Je l'ai encore. Mais j'ai choisi de me lancer dans cette aventure, puis advienne que pourra. Donc tu t'es choisie. Tout à fait. Mais en même temps, j'ai aussi choisi ma famille parce que ça fait beaucoup de bien à ma famille que j'embrasse ce que j'avais vraiment envie de faire.
Pour l'instant, je le regrette pas. Et je pense pas le regretter un jour. Ben, il est toujours temps de reculer. Ça serait dommage. Ou de changer de... Ça serait dommage. Ça serait dommage. Moi, je pensais lire un petit extrait, si Avec ça plaisir. si ça te convient, pour finalement clore l'entrevue. Merci beaucoup, Fabienne. Merci encore de ta à toi. lecture très attentive. Puis vraiment, je donnais le livre, puis 2-3 jours après, j'ai fini. Ok. C'est que c'était pas si... Non, ça m'a beaucoup touchée et justement c'est vivant dans le sens où tu intercales ta vision, tu réponds, c'est comme une discussion avec ces femmes qui sont décédées tragiquement. Hein. Il y a un rapport entre elles qui est tout à fait plaisant, enfin, que j'ai vécu avec beaucoup de curiosité. Déjà parce que je te connais mieux maintenant que j'ai lu le livre. J'ai trouvé que c'était très courageux, que tu t'es dévoilé beaucoup. Et j'aime bien. Pour moi, ça me touche. J'aime bien lire des choses qui sont la vraie vie, quoi, en fait. Qui me touchent en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que... J'étais curieuse de savoir où tu voulais m'amener. Bon, j'ai vu. Ben, je vais justement aller dans l'épilogue, un petit extrait de l'épilogue. La jeunesse de l'idée est flamboyance. Ça jaillit en confettis heureux, sonnent les trompettes. Voilà le retour de l'imagination au grand galop. J'exalte, je ris, je larmoie, tout à ma joie de me mettre au travail. Les doigts courts sur le clavier, ininterrompus, agile, fertile. C'est bon, ça me réchauffe, doudou bienveillant. Le doute cogne à ma porte. Patatras. Le château de cartes vole en éclats. Affaissement, repli, angoisse. Les doigts se crispent, inactifs. À quoi bon? À quoi bon? Et la somme de tous les refus, de toutes les critiques, afflue par vagues et fragilise l'idée dans ses fondations. La différence entre une œuvre d'art et le néant? Avancer malgré le doute. Le porter lourd au creux du ventre et écrire, coûte que coûte. Merci Fabienne. Merci à toi, j'étais bien contente de parler de ça, de ce livre avec toi. Je vais vous inviter